Le vent, une force puissante et invisible. Il redessine les paysages, détruit des maisons et fauche des vies. Certaines tempêtes sont assez fortes pour entraîner des milliards d'euros de dégâts en une seule journée. Et quand les vents violents éventrent une grande ville, ils laissent derrière eux des dizaines de morts et des centaines de blessés. De la démesure des ouragans à la fureur des tornades, ce documentaire vous entraîne au cœur des vents les plus forts de la planète. Vous apprendrez aussi à connaître ces hommes qui risquent leur vie pour nous alerter de l'approche d'une tempête. Gros dégâts à l'aéroport, je répète, gros dégâts à l'aéroport. Des bâtiments entiers sont rasés. Vous découvrirez quelle est l'endurance de l'homme face au vent. On y va, il y en a une autre devant nous. Dans la lutte contre ces rafales meurtrières, vous serez en première ligne avec les scientifiques et au contact des toutes dernières innovations. Que pouvons-nous faire face à ces vents exceptionnels ? Août 2004. C'est un vendredi 13, dans l'ouest de la Floride. On attend l'ouragan Charley d'ici 8 heures. Des centaines de milliers d'habitants se barricadent derrière leurs volets fermés. 1,5 million d'entre eux évacuent la zone. Un homme pourtant roule à contre-courant. C'est Mike Tice, chasseur de tempêtes professionnel. Sa passion, les vents déchaînés. Il a filmé à plusieurs reprises ouragans et tornades et sait d'ores et déjà que Charley sera spectaculaire. C'est la tempête qu'il attend depuis toujours. Voilà l'œil. Mike Tice s'est abrité derrière une station-service. La tempête a grossi très vite, jusqu'à devenir un ouragan de catégorie 4, avec des rafales inimaginables. En 10 minutes, la station-service n'est plus qu'un souvenir. Pari gagné pour Mike. Les rafales de Charley atteignent les 230 km/h. C'est l'expérience la plus extrême de toute ma vie. Quelle aventure! Depuis mon enfance, je voulais vivre quelque chose comme ça en direct. Les images terrifiantes filmées par Mike Tice montrent tout le danger de ces rafales. L'ouragan Charley a fait plus de 25 victimes, laissé des dizaines de milliers de personnes sans abri et entraîné 15 milliards de dollars de dégâts. La météo suit un principe très simple. Plus les vents sont rapides, plus ils sont potentiellement dangereux. Lors de l'ouragan Charley, on a enregistré des rafales atteignant 230 km/h. Est-ce vraiment le record ? Pour le savoir, nous nous rendons au sommet du mont Washington dans l'État de New Hampshire, au nord-est des États-Unis. Ici, on observe des vents de force 12, plus de 100 jours par an. C'est un des endroits les plus venteux de la planète. Des météorologues se relaient toute l'année dans cet observatoire perché sur la montagne. Ici, la réputation des lieux n'impressionne plus personne. Le petit déjeuner est toujours très vivifiant. En ce matin de printemps, le vent ne souffle qu'à 56 km/h, soit le quart de la vitesse des vents de l'ouragan Charley. Mais il atteint souvent des vitesses bien plus impressionnantes. Ken Rancourt est directeur de recherche à l'Observatoire du Mont Washington. Son travail consiste principalement à mesurer ces vents extrêmement vigoureux. Cela va des vents d'été assez faibles de 10 ou 15 km/h aux vents hivernaux qui peuvent souffler en rafale à plus de 300 km/h. Même avec de telles valeurs, on est loin du record enregistré en 1934. Le mont Washington est surtout connu pour son record mondial de vitesse du vent. Nous sommes au printemps. Une poignée de scientifiques enfermés dans leur chalet vont vivre un grand moment de météorologie.
Un anémomètre situé sur le toit est relié à un dispositif sonore à l'intérieur du chalet. Le 12 avril 1934, à 13h21, la machine s'emballe. Les météorologues de garde chronomètrent les clics et calculent la vitesse du vent. 1,75. 1,43. 1,42. 1,23. Résultat, 372 km/h. Cette valeur exceptionnelle dépasse de quelques 140 km/h les vents de l'ouragan Charley. C'est le record absolu enregistré par une station météo. Il reste inégalé aujourd'hui encore. Sur l'échelle des ouragans, ces rafales se classeraient dans les toutes premières places en catégorie 5. Le terrifiant ouragan Charley n'était qu'un cyclone de catégorie 4. Quelle est la résistance physique de l'être humain face à de tels phénomènes ? Un test s'impose, par exemple, dans le tunnel aérodynamique de l'Université de Washington à Seattle. Point de départ, un vent correspondant à un ouragan de catégorie 1, soit 119 km/h. Lou Beck, casse-cou ou peut-être inconscient, s'est porté volontaire pour jouer les cobayes. On m'a raconté beaucoup de choses. Il paraît que ça empêche de respirer. Lou Beck a toutes les raisons d'être inquiet. Il porte une simple paire de lunettes de protection et un harnais de sécurité. En cas de problème, la soufflerie peut être coupée depuis le poste de contrôle qui n'est pas loin. C'est bon, j'envoie le vent. On passe aux choses sérieuses. La force est vraiment puissante. Là, je sens une pression considérable. Elle me pousse vers le harnais. Mais je m'éclate bien. À 128 km/h, Lou Beck ne tient plus debout tout seul. Sans son harnais de sécurité, il serait renversé. Il finit par abandonner. Il n'est même pas arrivé à la vitesse d'un ouragan de catégorie 2. Mais Lou Beck est bien décidé à retenter l'expérience. En cas de rafale aussi forte, les plus petites particules contenues dans l'air pourraient le blesser. Il porte donc un casque anti-choc pour se protéger la tête et les yeux. 154 km/h. Un vent correspondant à un ouragan de catégorie 2 qui peut déjà endommager des bâtiments en dur. À 178 km/h, on passe à la catégorie 3. Une force capable d'anéantir une caravane. Je donne le signal pour passer à 190 km/h. « 250 km/h. Le vent souffle à la vitesse d'un ouragan de catégorie 5, assez fort pour arracher le toit des maisons et pour raser la plupart des arbres. Beck doit mobiliser tous ses efforts, ne serait-ce que pour maintenir sa position. Conclusion, il est possible de sortir vivant d'un ouragan de catégorie 5. À condition toutefois de porter des vêtements protecteurs, d'être attaché par un harnais de sécurité et de ne pas être frappé par les débris volants. Mais dans la nature, le vent est une force encore plus terrifiante. C'est sous forme de tornade qu'il est le plus impressionnant. Oh mon Dieu! Vous avez vu ça? Ces violentes tornades appelées twisters sont monstrueuses, imprévisibles, meurtrières et égarent aux projectiles qu'elles peuvent lancer. Nous voulons en savoir plus sur les modes de défense de l'homme contre ces calamités venues du ciel. Quels sont par exemple les signes annonciateurs des tornades? C'est la herbe. On est parti! Que se passe-t-il lorsque plusieurs tornades frappent en même temps? Oui, encore une tornade qui se profile. Et comment les chasseurs de tempête gèrent-ils la situation sur le terrain? Ah non, il y en a une autre juste devant nous. Une nouvelle tornade, tout près. Le vent, cet ennemi insaisissable. Il détruit les habitations, rase les grandes villes, emporte des vies.
Les ouragans sont des tempêtes géantes. Saccageant tout sur leur passage, ils dévastent des régions entières. Mais les tornades, elles, sont deux véritables terroristes de la nature. Elles s'attaquent à des zones plus ciblées pour mieux les mettre sans dessus-dessous. Les vents qui accompagnent les tornades sont si violents que les outils de mesure standard ne leur résistent pas. Ces vitesses extraordinaires ont toujours intrigué les chercheurs. Pour comprendre le pourquoi du comment, on a tenté les expériences les plus insolites. Elias Loomis, professeur au Western Reserve College dans l'Ohio, avait remarqué que les poulets pris dans les tornades voyaient leurs plumes arrachées par le vent. Cette observation lui inspira en 1842 une expérience. Celle-ci visait à déterminer quelle force de vent était nécessaire pour obtenir cet effet. Il décida de recréer les conditions d'une tornade à l'aide d'un canon. Son idée, projeter un poulet dans les airs suffisamment vite pour qu'il perde ses plumes. En appliquant les lois de la balistique, il serait facile de calculer la vitesse appliquée. Il en conclut que le poulet avait été projeté à la vitesse de 548 km/h. De retour à notre époque, nous aurons sans doute un meilleur aperçu de la vitesse réelle des tornades en nous rendant à Norman, dans l'Oklahoma. Ici, au mois de mai, les véhicules de recherche sont convoqués pour la saison des tornades. Parmi les participants, le professeur Josh Wehrman, éminent chercheur américain en météorologie. Il espère que les données collectées par son équipe permettront d'améliorer la prévision des tornades. Si nous comprenons le fonctionnement des tornades, nous pourrons effectuer des prévisions plus justes. Même si on ne les améliore que de 5 ou 10 minutes, c'est toujours ça de gagner pour se protéger. Wehrman utilise un radar Doppler pour mesurer la vitesse du vent à l'intérieur des tornades. Aujourd'hui, une tempête est prévue à 240 km au nord dans le sud du Kansas. Wehrman part à la rencontre d'une tornade pour mesurer la vitesse des vents. Herb, on peut y aller? Wehrman connaît les conditions favorables au développement des tornades, ce qui lui permet de les repérer plus facilement. La présence d'air chaud et humide sous une couche d'air beaucoup plus froid peut créer des orages. Lorsqu'ils se forment sous des vents forts, en présence d'un courant de jet, ils se mettent à tourner sur eux-mêmes. On les appelle alors des supercellules. Si les conditions s'y prêtent, ces cellules géantes peuvent se transformer en tornades. Mais les prévisions météo se heurtent à un obstacle. Seul un 6e ou un 5e de ces supercellules donne effectivement naissance à des tornades. Cela dépend de l'humidité, de l'instabilité, des mouvements ascensionnels et du cisaillement du vent dans l'atmosphère. Wehrman et son équipe se trouvent maintenant à 50 km environ de la tempête en formation. Pour recueillir des informations précises sur la vitesse du vent à l'intérieur de la supercellule et de la tornade qui couve, Wehrman doit s'en approcher à quelques kilomètres seulement. L'équipe utilise 2 camions afin d'étudier la tempête en 3 dimensions. Nous sommes à l'ouest de la petite ville d'Attica, au sud du Kansas. Le ciel s'obscurcit à vue d'œil. La tempête a déjà donné naissance à une tornade. La voilà. Regardez, c'est une merveille. Oh, regardez-la. Les 2 camions accélèrent pour devancer la tempête, installer le matériel et effectuer des relevés. Il s'agit d'une tornade relativement faible, notée F0. Les tornades sont classées selon l'étendue des dégâts qu'elles provoquent. Au bas de l'échelle, une tornade F0 se contente d'abîmer les panneaux routiers et les arbres. De force intermédiaire, une F2 arrache les toits des maisons. Dans la partie supérieure de l'échelle, une tornade F4 est extrêmement destructrice et capable de raser une maison en dur. Enfin, battant tous les records, une F5 peut abattre un immeuble et projeter les véhicules dans les airs. Alors que Wehrman et son équipe s'approchent de la tornade, elle commence à décroître en intensité. Quoi? Mais le radar signale une nouvelle tornade en formation.
Celle-là, c'est une belle. Pour rattraper la tempête, il faut jouer au chat et à la souris. Gare-toi. Ouais, c'est ça, garde-toi là devant cette voiture. Oui, on va installer le Doppler vers le nord. Le radar Doppler émet des ondes radio qui sont renvoyées par les gouttes de pluie et autres débris libérés par la tornade. En mesurant la fréquence des ondes réfléchies, un ordinateur calcule la vitesse du vent. La caméra des chercheurs enregistre ces images extraordinaires de la tornade en développement, montrées ici à une vitesse ralentie 8 fois. Il s'agit au moins d'une tornade F2. Les rafales sont suffisamment fortes pour renverser les arbres et arracher les toits des immeubles. Une maison est touchée lorsque la tornade traverse Attica. La maison est disloquée. Oh mon Dieu, vous avez vu? La maison s'est complètement désintégrée. Notre équipe espère parvenir à donner l'alerte plus tôt, afin d'éviter ce genre de désastre. Josh Wehrman n'a que quelques minutes pour rassembler les données nécessaires sur cette tornade. C'est ce que je craignais. Une nouvelle zone dangereuse s'installe à l'est-sud-est. Non, pardon, au sud-sud-est, c'est là. Soudain, un membre de l'équipe repère une nouvelle tornade en formation. Herb, on y va! La course est lancée. Les camions doivent se positionner pour surveiller leur nouvelle cible. Direction est-sud-est. Ok, on va y jeter un coup d'œil. Ils n'hésitent pas à foncer pour dépasser le Twister en toute sécurité. Elle est à 2,4 km au sud-est. D'accord, une tornade, tout ce qu'il y a de classique en progression. Il y en a une juste devant nous. Une nouvelle, juste là. Je me demande si on peut aller vers le sud sans risque. Il vaudrait mieux remonter vers le nord. C'est sûr. Où est le deuxième Doppler? C'est vraiment tout près, mon Dieu. Dans leur course pour éviter la tornade, ils n'oublient pas leur mission, faire le plein d'informations. D'accord. Pour celle-ci, les vents vont approximativement à 60 mètres par seconde. Soit 216 km/h. Wehrman arrête son camion pour commencer les mesures. Immédiatement au sud, c'est ça. Nous observons ce nuage de poussière, une tornade en fin de vie. La prochaine se trouve à l'est. Pour l'instant, on fait du repérage. Ah, ça y est, on retourne vers l'est. Il faut rentrer. Les environs sont truffés de supercellules qui donnent naissance à une nouvelle tornade toutes les 10 à 15 minutes. Regardez là-bas, la tornade croise notre chemin. Elle est juste au bout de la route. Centre météo KFBI, ceci est une alerte à la tornade. L'obscurité s'installe, rendant les tornades invisibles à l'œil nu. C'est un véritable cauchemar pour ceux qui sont chargés de les repérer. Seul le radar peut maintenant détecter les monstres imprévisibles qui surgissent tout autour d'eux. Hé, regarde ce qui arrive derrière nous. Oh zut. L'intensité, on l'estime pour ce qui est de la vitesse du vent à la limite entre F2 et F3. C'est une intensité de F3. C'est quoi ça? Ça m'a l'air sérieux. On a relevé des vitesses de vent au sol autour de 80 mètres par seconde. Soit 288 km/h. Bienvenue Doppler 2. Comment ça va, Josh? La tornade continue? Oui, 85 mètres par seconde. À 93 mètres par seconde, on passe à F4. Elle est à 3,6 km au nord-est et elle s'intensifie. Tu penses que les vents de surface dépassent 100? Josh confirme, les vents de surface sont dépassés et dépassent encore 100 mètres par seconde en pointe. Il faut quitter la zone et vite.
La tornade cause de nombreux dégâts, mais fort heureusement, on ne compte aucune victime. À minuit, l'équipe se retrouve dans un café. Aujourd'hui, les tempêtes issues des supercellules ont donné naissance à une douzaine de tornades, accompagnées pour certaines d'entre elles de vents extrêmement violents. L'une des tornades avait des rafales dépassant de loin les 320 km/h. C'était au moins une F4. L'équipe de Wehrmann a enregistré aujourd'hui des vents soufflant à quelques 355 km/h. Mais on est loin du record. Il y a quelques années, Wehrmann enregistrait les vents de tornade les plus rapides jamais constatés. C'était le 3 mai 1999 lors de la tempête géante d'Oklahoma City. Nous avons mesuré des vitesses de vent atteignant 484 km/h. Cela représente la plus haute valeur jamais mesurée. Ça ne laisse évidemment aucune chance à n'importe quelle maison standard. Ce jour-là, on a observé une soixantaine de tornades dans l'Oklahoma. Elles ont fait au moins 35 victimes et des dégâts estimés à plus d'$1 milliard. Mais qui est en première ligne lorsqu'il s'agit de combattre les tornades? Ah mon Dieu! Et que se passe-t-il lorsqu'une gigantesque tornade F5 frappe une grande ville? Ici, la destruction est complète. Les vents des tornades peuvent dépasser 480 km/h. La plupart de ces twisters touchent les campagnes. Mais il arrive qu'ils frappent des grandes villes. Lorsque c'est le cas, quel est notre système de défense? Les chasseurs de tempêtes sont notre meilleure protection. Quand l'Oklahoma a été touché, quelques 60 tornades ont frappé la région, faisant plus de 35 victimes. Jeff Piotrowski est un chasseur de tempêtes reconnu. Il a assisté à l'arrivée de la première tornade. Ce jour-là, tout s'est passé très vite. Elle est entrée en rotation, je l'ai repérée d'abord juste au nord de l'automne. 30 secondes plus tard, on diffusait des avis de tornade et moins d'une minute plus tard, une tornade a commencé à se former dans l'air. Lors des événements tragiques de l'Oklahoma, Jeff Piotrowski a joué un rôle crucial et permis de sauver bien des vies. J'ai une radio amateur, j'étais donc en communication constante avec les services météo de Norman. Les services météorologiques de Norman ont bien reçu l'appel de Piotrowski. Ils ont pu alors diffuser un avis de tornade aux médias et au public. Une fois qu'on reçoit ce type d'alerte, il faut agir très rapidement. Parfois, c'est une question de minutes, voire de secondes avant que la tornade frappe. Très vite, le service météo relaie l'information aux chaînes de télévision locales. Les médias à leur tour informent le public, tandis que la tornade progresse. Gary England garde un souvenir très vif de la tempête. Le chef du service météo de Channel 9, la chaîne d'Oklahoma City, témoigne. À chaque nouvelle rotation, la tornade s'étendait et s'intensifiait. Ça y est, elle forme un tube. La tornade fait route vers Oklahoma City, détruisant tout sur son passage. Mais Piotrowski n'hésite pas à risquer sa vie pour la suivre, tout en continuant à indiquer sa position par radio au service météo. Gros dégâts à l'aéroport, je répète, gros dégâts à l'aéroport. Des bâtiments entiers sont rasés. Seuls les gens qui suivent de près l'intempérie peuvent nous certifier à 100% qu'il s'agit bien d'une tornade. Au sud-ouest du Carrefour, elle fait 400 mètres de large, gros dégâts au sud-ouest. Avec ma radio, j'étais en constante communication avec la météo de Norman. Et je pouvais signaler ce qui se passait minute par minute, indiquer quel carrefour, quelle ville allait être touchée, qui se trouvait sur la trajectoire, ce que j'observais quant à l'évolution de la tornade. Intersection de la 29e et du centre, destruction complète. Elle traverse les quartiers est maintenant. Piotrowski suit la tornade dans la ville de Moore. Il parle d'une expérience à l'allure d'apocalypse. Le sol vibrait, ma camionnette était secouée de tremblements. Je ressentais les vibrations dans tout mon corps. J'ai remonté ma vitre, le pâté de maison tout entier était parti. Il y avait auparavant des usines, des immeubles, des arbres. C'était une zone industrielle. En remontant la route vers le nord, il n'y avait plus rien. Hé! Vous m'entendez? Le lendemain, les habitants d'Oklahoma City se frayent un chemin parmi les décombres. La tornade a laissé derrière elle 30 km de ruines. Chris! Elle habite dans le quartier, juste là.
Je sais pas si elle était à la maison. Jackie! Il y a quelqu'un ici? Bilan dans la zone, 36 victimes, 700 blessés et plus de 2000 sans-abri. Mais sans la diffusion de ces alertes météo, le bilan humain aurait pu être beaucoup plus lourd. Le savoir-faire de Piotrowski, qui a sauvé des vies en suivant la tornade, lui a valu d'être décoré par les services météo. Je ne me rendais pas compte de ce que je filmais, de ce que je voyais. La plus forte tornade jamais observée sur la planète. Les vents les plus forts jamais mesurés sur Terre, mais aussi la tornade la plus destructrice de l'histoire de l'Amérique en termes de dégâts matériels. Il m'a fallu 2 ou 3 semaines pour revenir ici et voir les dégâts occasionnés. C'est vrai, je me suis tenu à l'écart de la zone sinistrée pendant 3 semaines et je ne voulais en parler à personne, j'étais bouleversé. Les terribles événements de l'Oklahoma ont au moins servi à montrer qu'une communication étroite entre les hommes de terrain et les météorologues est l'une des armes les plus efficaces contre ces vents meurtriers. Nous avons des milliers d'observateurs, ne serait-ce que dans notre zone. C'est notre avant-garde pour lutter contre les intempéries. Ce jour-là, à Oklahoma City, les vents ont dépassé les 480 km/h. Mais le vent n'a pas besoin de battre des records pour causer de sérieux dégâts. Des vents plus faibles sont capables de mettre à bas des immeubles entiers et de remplir l'air de débris volants, qui se transforment alors en véritables missiles tueurs. À Lubbock, les chercheurs de la Texas Tech University cherchent à déterminer à quelle vitesse le vent commence à endommager une petite construction. Pour ce faire, un avion Hercule C-130 leur sert de soufflerie. À 110 km/h, le revêtement du toit s'envole. À 160 km/h, une partie du toit est arrachée. La maison endommagée projette des débris dans le vent. Une fois dans l'air, le vent transforme ces débris en projectiles qui peuvent être fatals. Lorsqu'une tornade frappe une région très peuplée, ce sont ces véritables missiles volants qui entraînent la plupart des pertes humaines. Que ressent-on au cœur du vortex? Que se passe-t-il lorsque de tels missiles bombardent une maison ou atteignent une personne? Mais pour l'heure, revenons à Oklahoma City, au lendemain de la tempête de 1999. On parcourt les ruines à la recherche de survivants. La tâche est rendue difficile par l'étendue des décombres qui jonchent le sol. En cas de tornade particulièrement violente, les débris sont projetés avec une telle force que même les habitants à l'abri dans leur maison sont en danger de mort. Dans ce cas, comment faut-il construire sa maison pour qu'elle résiste à ce type d'intempéries? Si King Kong avait un fusil à air comprimé, voilà à quoi elle ressemblerait. Un réservoir de 115 litres d'air comprimé, capable de projeter tout et n'importe quoi, des briques aux poteaux d'acier, et ce, jusqu'à 160 km/h. Au laboratoire de recherche éolienne de Lubbock, un groupe de chercheurs teste la résistance des murs des maisons aux débris volants. Ces murs sont soumis à des vents correspondant à des tornades F3 à F5. Chad Morris est co-directeur du Centre d'études du vent et de génie éolien. Il milite pour des murs plus solides qui protégeraient les habitants des débris projetés par les tornades. À 400 km/h, le vent peut soulever une pièce de 8 kg environ et la projeter à 160 km/h. C'est donc à cette vitesse que nous projetons nous aussi ces débris, que nous appelons des missiles. Et pour commencer, un mur très répandu dans les foyers américains. Cette première cible est une section de mur qui comporte une couverture en vinyle, un panneau de copeaux agglomérés dit OSB et des renforts de 2/4. On teste aujourd'hui un missile très courant lors d'une tornade, une planche de bois. Attention. 3, 2, 1. Plus de 5 millions d'Américains vivent dans des maisons construites dans ce type de matériaux.
Dans une tornade de forte intensité, ce mur pourrait aussi bien ne pas être là. Le test suivant porte sur un mur que l'on trouve dans près de 8 millions de foyers américains. Cette fois, nous avons une couche externe, un revêtement de briques, rattaché à une couche intérieure de blindage, avec des renforts de 2 sur 4. Avec un tel mur, le missile est ralenti, mais les habitants risquent toujours de finir à l'hôpital. Pour constituer une protection efficace contre les tornades, voilà ce qu'il faut. Ici, on a 8 ou 10 cm de béton de résistance d'au moins 20 mégapascales, renforcé par une barre d'armature de 12 cm. Ça nous donne la masse nécessaire pour arrêter les missiles lancés à 160 km/h. Attention, 3, 2, 1... Lors de l'impact des tornades déchaînées, ce mur est une protection solide contre les plus vicieux des débris volants. Mais que se passe-t-il si l'on a le malheur de croiser la trajectoire d'une tornade sans être protégé? Julie Rackestro vit à Moore, dans l'Oklahoma. En 1999, elle avait entendu les avis de tornade et s'était abritée avec sa fille dans une petite pièce au centre de sa maison. Je me trouvais dans cette petite pièce et puis soudain j'ai regardé ce qui se passait dans la rue et j'ai pensé « Oh, ça s'annonce mal ». L'une des tornades qui a frappé l'Oklahoma a détruit la maison de Julie. Mais plus grave encore, elle a projeté une pièce de bois dans la tête de la jeune femme. Je ne m'étais pas rendu compte de la présence de cette planche dans ma tête. Je connaissais l'infirmier qui est venu et la première chose qu'il m'a dit en me voyant c'était « Oh non ». J'ai su que c'était grave quand il a dit ça. C'est Chris Carey qui a soigné Julie. Nous sommes formés pour rester stoïques devant ce genre de choses, mais je dois avouer que j'ai été secoué. Il a fallu d'abord couper cette planche de bois qui dépassait, c'est-à-dire la séparer de la peau. Nous n'avions aucun instrument adapté. Nous avons donc improvisé et stérilisé une scie du personnel de maintenance pour effectuer cette première opération. Elle est passée par l'oreille, la gorge et l'épaule. Heureusement qu'elle n'a pas été plus loin. Parce que si elle avait traversé la clavicule, ça aurait été l'hémorragie. Julie Rackestro a été frappée par une pièce de bois de 90 cm qui avait pénétré de 6 mètres à l'intérieur de la maison. Mais les débris de ce genre n'étaient pas les seuls dans les parages ce jour-là. La simple force du vent est telle que des brins de paille peuvent traverser les troncs d'arbres. Pendant une tornade, les objets de notre quotidien auxquels nous ne prêtons même plus attention deviennent meurtriers. Au Laboratoire national pour l'étude des tempêtes à Norman, en Oklahoma, le météorologue Harold Brooks étudie les tornades et leurs victimes. Ce qui s'avère mortel dans les tornades, ce sont surtout les contusions violentes que subissent les gens qui sont frappés par des débris. Même des objets ordinaires, une fois lancés à 240 ou 320 km/h, deviennent des missiles mortels si l'on se trouve sur leur chemin. Un vent soufflant à 400 km/h peut propulser un fragment de quelques 8 kg, soit le poids d'une dinde congelée de taille moyenne à environ 160 km/h. Les survivants des tornades présentent souvent des blessures très sérieuses. Ils peuvent y laisser les doigts, les oreilles, sans parler des plaies. Ils souffrent de lésions dont ils mettront des années à se remettre complètement. On ne l'y reprendra plus. En reconstruisant sa maison, Julie Rackestro a inclus un abri pour les tornades. C'est notre abri pour éviter ce genre de blessures à la tête à l'avenir. Il y a des kits de premiers secours, de l'eau, tout ce qu'il faut si l'on doit y rester quelque temps. Les abris à tempête sauvent des centaines de vies humaines chaque année, mais ils sont encore assez peu répandus. Les tornades font environ 3 fois plus de victimes que les ouragans. Elles provoquent les rafales les plus meurtrières observées sur le sol américain. Comme nous l'avons vu,
Les vents provoqués par les tornades sont bien plus rapides que ceux qui se forment lors des ouragans. Logiquement, ils devraient donc être plus destructeurs. Mais quelles sont en réalité les rafales les plus dévastatrices? Lorsqu'une tornade atteint une grande ville, les dégâts causés sont considérables. Mais, on le voit sur ces images aériennes, la trajectoire des tornades laisse un couloir de destruction relativement circonscrit. Au contraire, les ouragans s'étendent en moyenne sur près de 500 km. Leurs rafales ont beau être plus lentes que ceux des tornades, la surface qu'ils couvrent suffit à les rendre bien plus redoutables. Partout où ils passent, ils font un véritable carnage. La puissance qu'ils dégagent est extraordinaire. Un ouragan de taille modérée peut libérer en une journée autant d'énergie que 400 bombes H. Peut-on faire quelque chose pour éviter ces scènes de désolation? Si les vents des ouragans sont moitié moins forts que ceux des tornades, leur pouvoir de destruction s'exerce sur une échelle bien plus grande. Ici, au Centre national d'études des ouragans de Miami, on tente de prévoir où et quand frappent les ouragans. Les auteurs de ces prévisions ont un avantage sur leurs confrères spécialistes des tornades, car ils bénéficient d'un temps d'alerte plus important. Chaque année, les prévisions s'affinent. Et le professeur Hugh Willoughby est très fier de cette évolution. Il est chercheur à l'Université internationale de Floride. Nous sommes parvenus à réduire le risque mortel. Les risques de mourir des suites d'un ouragan ont été divisés par 100 au cours du XXe siècle. Et en effet, les prévisions du Centre d'études des ouragans connaissent des améliorations en termes de précision de 1 à 2% par an en moyenne. 1 à 2% par an, ça n'a l'air de rien, mais au bout de 30 ans, ça fait beaucoup. Un élément demeure extrêmement délicat dans la prévision des ouragans. Prévoir quelle sera l'intensité d'un ouragan lorsqu'il frappera le continent. Nous vivons des heures très difficiles. Nous sommes fouettés par le sable. C'est en 1992 que les États-Unis ont connu un des ouragans les plus destructeurs de l'histoire contemporaine. Le dimanche 16 août, des images satellites révèlent une dépression tropicale en formation dans l'Atlantique Est. Lorsque la turbulence atteint la Floride, elle s'est transformée en une tempête violente et a été baptisée Andrew. Andrew s'approche du continent, mais les météorologues continuent de sous-estimer sa force. Stanley Goldenberg est chercheur en ouragan. Si quelqu'un pouvait prévoir ce qui allait se passer, c'était bien lui. Mais tandis que l'ouragan Andrew s'approchait de Miami, Goldenberg choisissait pour lui et sa famille le pire endroit pour s'abriter. Nous sommes chez nous et nous attendons calmement l'arrivée de l'ouragan Andrew. Sa maison se trouvait en plein sur la trajectoire de la tempête, protégée par de simples volets en contreplaqué. On l'entend déjà à l'extérieur. J'ai réveillé toute la maison et j'ai expliqué qu'il était temps d'aller s'accroupir dans l'entrée. Nous avons pris des matelas et des draps pour nous protéger contre les bris de verre. Les vents à l'extérieur doivent souffler à plus de 160 km/h. Aaron, ça va? Le chat est là, c'est bon? Goldenberg ne pouvait compter que sur ses volets et sa foi. Nous attendons dans l'entrée. Le volet de la fenêtre de devant a été arraché et nous prions Dieu pour qu'il nous aide. Au passage de l'œil du cyclone, c'était comme si quelqu'un avait changé de vitesse pour pousser un moteur dans ses limites. Seigneur, nous te remercions, accorde-nous ta protection. Cette fenêtre est partie dans un bruit assourdissant et la porte vitrée coulissante à l'arrière a cédé aussi. L'ouragan passait donc en rugissant à quelques mètres de nous à travers la maison. À un certain moment, mon beau-frère a fait remarquer que le toit était parti. C'était vrai, il avait été arraché d'une pièce, il a été projeté par-dessus la barrière et s'est écrasé sur la maison voisine. Le mur de séparation entre la cuisine et le salon est tombé vers nous, avant d'être retenu en se calant contre le réfrigérateur formant un petit abri de 30 cm environ. Mais malheureusement, le poêle m'est tombé sur le dos. J'avais l'impression que mes genoux étaient écrasés.
Et nous avons prié en espérant que l'ouragan s'apaise. La famille Goldenberg a survécu. Mais ce n'est qu'au petit matin que Stanley a pu constater l'ampleur des dégâts. Vous voyez ici ce mur qui nous est tombé dessus, le poêle là en dessous, le placard. Ces volets-ci ont résisté à la tempête. Toutes les fenêtres protégées par ce type de volets sont intactes. Mais notre maison avait des volets en bois et le toit a été complètement arraché. L'ouragan Andrew a semé la désolation sur près de 260 000 hectares aux États-Unis. Andrew a touché une des zones les moins peuplées de Miami et du comté de Dade. S'il avait frappé 30 km plus au nord, le nombre de victimes aurait pu être multiplié par 3. Andrew a laissé derrière lui, rien que dans cette région, 160 000 sans-abri et 23 victimes. Une leçon pour les scientifiques, ne jamais sous-estimer la puissance et l'imprévisibilité des tempêtes les plus fortes de la Terre. C'était une petite tempête tropicale qui s'est transformée en ouragan de catégorie 4 puis en catégorie 5, le tout en 36 heures environ. C'est cette intensification extraordinaire et très rapide qui est la plus difficile à prévoir pour nous. L'ouragan Andrew a fait au moins 20 fois plus de dégâts que la plus dévastatrice des tornades subies par les États-Unis. En moyenne, sur plusieurs années, les ouragans sont responsables de 5 fois plus de destruction que les tornades. Mais ces images de désolation sont-elles une fatalité? Peut-on remédier aux effets dévastateurs du vent? On sait que les dégâts sont proportionnels à la vitesse du vent. Si cette vitesse pouvait être réduite, ne serait-ce que de 10%, il serait possible d'éviter un quart des dégâts. C'est l'humidité contenue dans les ouragans qui leur sert de moteur. Lorsque la vapeur d'eau se condense, elle libère de la chaleur en grande quantité, ce qui nourrit la tempête. En théorie, il suffirait de supprimer une partie de cette humidité pour atténuer la tempête. Une expérience qui a été tentée dans les années 60 par une équipe de scientifiques. Le projet Storm Fury rassemble des chercheurs et ingénieurs de haut niveau. Financé par le gouvernement américain, le projet Storm Fury a été lancé en 1961. Son objectif, parsemer les nuages des ouragans de particules d'iodure d'argent. Celle-ci transformerait l'eau très froide contenue dans les nuages en pluie et disloquerait l'œil du cyclone responsable des vents les plus violents. Des tests conduits sur l'ouragan Debby en 1969 ont d'abord semblé concluants, car ils ont permis de réduire la vitesse des vents de 25% en moyenne. Mais des recherches complémentaires ont montré que cette forte réduction n'était sans doute pas due aux fameuses particules, mais au cycle naturel de la tempête. En d'autres termes, elles auraient eu lieu de toute façon. Après plus de 20 ans de recherche, le projet Storm Fury a finalement été abandonné. À Palm Beach, en Floride, l'homme d'affaires Peter Cordani pense pouvoir réussir là où le projet Storm Fury a échoué. Il a mis au point une poudre absorbante qui, selon lui, pourra un jour atténuer la puissance des ouragans. C'est une substance à base de polymère, capable d'absorber instantanément 2000 fois son propre poids. Regardez, j'en verse un peu dans l'eau et la poudre absorbe instantanément toute l'humidité. Vous voyez, elle absorbe tout. Notre théorie est la suivante. Si l'on absorbe l'humidité des tempêtes, on peut réduire leur impact dévastateur. L'équipe de Peter Cordani a testé cette poudre en 2001 au cours d'une tempête. C'était une tempête en formation, violente, parfaite pour notre test. Nous avons déversé une quantité de poudre qui a absorbé toute l'humidité et instantanément repoussé cette tempête hors de l'atmosphère vers l'océan. C'était magique. En quelques secondes, le radar ne la captait plus. Des observateurs indépendants confirment la disparition du nuage. Mais pour autant, rien ne prouve que cette poudre serait capable d'apaiser un ouragan, car le problème se poserait alors à une échelle bien plus importante. Cordani poursuit ses travaux, mais les experts météorologues doutent de la faisabilité du projet. Aux yeux de la communauté scientifique, la meilleure façon de parer aux dégâts causés par les ouragans est encore d'améliorer la conception des constructions et la précision des prévisions, afin d'évacuer les zones à risque.
Les ouragans qui se forment sur l'eau progressent lentement et peuvent donc être repérés plusieurs jours avant d'atteindre le continent, ce qui laisse généralement un délai suffisant pour prévenir les populations. Il est possible de sauver de nombreuses vies en évacuant les régions exposées. Aux États-Unis, on compte seulement une vingtaine de victimes par an. Les prévisions sont une première avancée dans la guerre contre les ouragans. Mais il reste un long chemin à parcourir. Le passage de l'ouragan Charley en août 2004 semblait avoir été prévu à temps. Le Centre national d'études des ouragans avait diffusé des alertes sur la presque totalité de la côte ouest de la Floride. 1,5 million d'habitants avaient évacué les lieux et le reste de la population s'était abrité. Mais malgré ces précautions, on a dénombré au final plus de 25 victimes. Charley était un ouragan de catégorie 4, soit une catégorie inférieure à son grand frère Andrew. Que s'est-il passé ? Brian Norcross présente la météo à Miami depuis 20 ans. Il a vu passer plus d'un ouragan et estime qu'un facteur n'a pas été pris en compte. Je crois que nous serons toujours perdants face aux ouragans. Le nombre de constructions sur la côte et par conséquent le nombre d'habitants dépasse notre capacité d'alerte. Même si on parvenait à alerter complètement tout le monde, il resterait toujours un pourcentage de la population qui ne réagirait qu'à la dernière minute. Entre les années 50 et aujourd'hui, le nombre d'habitants sur la côte est des États-Unis a pratiquement doublé. Même en renforçant le dispositif d'alerte, certains ne bougeront qu'au dernier moment. On sait donc qu'il restera toujours un certain nombre de personnes sur la trajectoire de l'ouragan au moment de l'impact. Qu'il s'agisse du tapis de bombe des ouragans ou des frappes plus chirurgicales des tornades, nous avons affaire à des forces terrifiantes. L'air emprisonné dans le vortex des tornades atteint des vitesses vertigineuses et entraîne des rafales meurtrières. Quant à l'étendue des ouragans, elle garantit une surface de destruction maximale. La science essaie depuis longtemps de comprendre ces monstres en mouvement et de nous en protéger. Des prévisions plus fiables et des temps d'alerte plus confortables continueront à sauver des vies. Mais ils ne seront sans doute jamais sûrs à 100%. Face aux intempéries de ce type, la meilleure protection est encore la fuite.